Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui vise à vous présenter le Digital Energy Challenge, un appel à projet qui est mis en œuvre par l'Agence française de développement, l'AFD. On va encore attendre un petit peu que quelques participants se connectent. Donc pour ma part, je suis Clara Corner et donc je coordonne la facilité Digital Energy dont ce challenge est une des composantes pour l'AFD, donc l'Agence française de développement. Donc on va attendre encore peut-être une minute, je pense, puisque des gens se connectent encore. Est-ce que, Angélique, tu peux aller au slide suivant, s'il te plaît? Merci. Oui, donc avant de commencer, merci. Donc vos micros, normalement, sont coupés. Mais vous pouvez écrire dans le chat vos questions. Donc si vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On prendra des questions au fur et à mesure et on prendra aussi beaucoup de questions bien sûr à la fin. On a une trentaine de minutes à la fin de cette présentation, de ce webinaire qui seront consacrées à des questions-réponses. Voilà, et donc ce webinaire est enregistré et sera accessible sur le site web de l'AFD. Donc je vous remettrai dans le chat la page directe, l'URL pour accéder à cet enregistrement. Donc peut-être pour vous présenter donc, ce dont on va parler aujourd'hui, donc on a 1h30 ensemble. L'ordre du jour, donc c'est celui-ci. On va pendant 20 minutes à peu près vous présenter qu'est-ce que ce challenge pour les startups, puisqu'aujourd'hui on va donc de la catégorie startup de cet appel à projet. Ensuite, quels sont les critères d'éligibilité pour vous? Pourquoi postuler à ce challenge? Comment déposer votre candidature de manière très concrète? Et ensuite, bien sûr, une trentaine de minutes pour répondre donc à vos questions. Et encore une fois, n'hésitez pas à les écrire pendant le fil de la présentation et on y répondra au fur et à mesure ou à la fin, selon la nature des questions. Voilà, donc je vais laisser la parole à mon collègue Cyril Renaud de l'Agence française de développement qui va vous présenter ce qu'est la facilité Digital Energy dans laquelle est inclus cet appel à projet. Bonjour à tous, donc merci Clara. Donc Cyril Renaud, je travaille donc dans la division énergie de l'Agence française de développement et donc je fais partie de l'équipe donc qui a lancé, qui gère donc cette facilité Digital Energy, donc qui est un programme que réalise l'AFD
avec le soutien et en partenariat avec l'Union européenne, que je tenais encore à remercier aujourd'hui pour leur soutien et leur soutien actif au développement de cette initiative. Donc, globalement, la facilité Digital Energy est composée de quatre grandes composantes. Une première composante qui vise donc à financer un certain nombre d'études au bénéfice de sociétés publiques d'électricité pour l'étude de projets de digitalisation de leur process. On a une deuxième composante qui vise à financer l'innovation, et c'est le challenge. Donc, cette deuxième composante est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. On a une troisième composante qui doit être lancée au cours du second semestre, qui vise donc à créer et animer une communauté Digital Energy qui aura également pour vocation d'accompagner le développement de projets d'innovation, plus sous une forme de conseil, de mise en relation. Voilà. On a une quatrième composante qui vise cette fois-ci à travailler avec une société de gestion pour donc soutenir des business models dans le secteur de sociétés qui développeraient des business d'accès à l'énergie, avec, je dirais, un stade un peu plus avancé que les projets que nous visons au travers des challenges actuels. Donc, globalement, la facilité, donc, elle vise trois objectifs. Hein, c'est de soutenir l'intégration des énergies renouvelables, que ce soit dans le réseau ou hors réseau. Elle vise également à accroître donc l'accès à l'énergie et enfin donc améliorer les performances d'entreprises du secteur de l'énergie et réduire les pertes techniques et commerciales. Donc l'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est de présenter le challenge que l'on vient de lancer. Donc, je tenais à noter que cette année, enfin, c'est la première édition, mais le challenge a vocation à être renouvelé les 3 prochaines années. Voilà. Donc, je vais laisser donc la parole à Angélique pour. Ah oui, pardon. Avant, peut-être juste une présentation de l'équipe. Donc, effectivement, donc on a à l'AFD une équipe de 3 personnes qui se chargent de déployer cette facilité. Donc, il y a Anne-Sophie, moi-même et puis Cédric Joseph Julien. On a accompagné dans tout ça par Clara, qui est donc du bureau d'études Yélé. Pardon encore, je suis vraiment contacté. Du bureau d'études Yélé, qui a pour vocation à gérer, qui a pour mission de gérer la facilité Digital Energy. On a confié ensuite au consortium ENEA et AETS le management et la coordination de ce challenge. Et on a donc chez ENEA Nicolas, Olivier, Angélique, et AETS Jérôme et Georges qui s'occupent de ça, avec également la participation de Victoria sur tous les aspects communication. Donc, je vais laisser la parole à Angélique qui va présenter le challenge un peu plus en détail. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation et j'espère qu'on aura l'occasion donc d'échanger à nouveau et que vous aurez l'opportunité de présenter des projets pour le challenge suite à cette présentation. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Donc, je vais vous présenter, donc, je suis Angélique Maillot, je travaille pour la société Enea Consulting. Et donc, je vais vous présenter en détail la catégorie Startup du Digital Energy Challenge. Donc, le challenge est vraiment une composante majeure de la Digital Energy Facility. Et ce, pour plusieurs raisons, et notamment parce que l'objectif du challenge, c'est d'adresser 2 enjeux principaux de la thématique d'accès à l'énergie, et donc de promouvoir des innovations et des modèles d'affaires numériques qui vont d'une part, soit favoriser l'accès à l'énergie, donc ça va être
pour les populations qui n'ont pas accès au réseau, ou d'autre part pour des modèles d'affaires ou des projets qui vont améliorer les performances et la qualité de service des opérateurs énergétiques. Donc ça va être plutôt améliorer la qualité de cet accès à l'énergie. Comme Cyril vous a dit, donc le challenge va durer 4 ans, donc on aura un challenge par an, enfin un appel à projet par an. Et cette année, donc 2021, voit la première édition de ce projet, de cet appel à projet, qui est divisé en 2 catégories. Donc, on a une catégorie pour les startups qui fait donc l'objet de cette présentation. On a aussi une catégorie distincte d'appel à projet à destination des opérateurs énergétiques. Donc voilà, on aura l'occasion de discuter un peu des synergies entre ces 2 catégories, mais ce sont bien 2 catégories distinctes. Chaque année, un budget total de 0,5 million d'euros est alloué au challenge pour les startups, à l'appel à projet pour les startups. Ce fonds sera distribué sous forme de subvention entre les lauréats, donc 0,5 million d'euros par an, qui sera distribué donc entre 5 à 8 lauréats startups par année. Donc c'est 5 à 8 startups au total qui seront sélectionnés chaque année. Et pour la première édition de ce challenge, de cet appel à projet, on a choisi de restreindre le périmètre géographique d'éligibilité des projets. Et donc pour cette année, on ne va regarder uniquement que les projets, les startups qui développent un projet uniquement en Afrique subsaharienne. Donc voilà, sur l'aspect géographique. Donc voilà une vision un peu générale sur le challenge. On peut vous donner une vision un peu sur le calendrier de cet appel à projet pour cette première année. Alors, on est actuellement dans la période de dépôt des candidatures. Donc l'appel à projet a été lancé le 6 avril. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site internet de l'appel à projet et télécharger le dossier de candidature. Notamment dans ce dossier de candidature, vous trouverez entre autres donc le formulaire de candidature qui est à remplir pour pouvoir postuler. Donc il y a un fichier au format Excel qu'il faudra compléter. Vous trouverez également le règlement de l'appel à projet qui décrit en fait l'ensemble des critères d'éligibilité, des critères de priorisation et qui décrit voilà, l'ensemble des règles de l'appel à projet, donc dans lequel vous trouverez la majorité des réponses à vos questions et dont tout ce dont on va parler aujourd'hui est présent dans ce règlement. Donc l'idée actuelle, c'est de télécharger ce dossier de candidature, le compléter, et vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour déposer votre candidature en ligne. Donc voilà, Clara vient de vous indiquer le lien de la brochure du challenge où vous pourrez trouver plusieurs liens vers le site web du projet, mais aussi le site web de l'appel à projet, mais aussi le site sur lequel vous pouvez télécharger le dossier de candidature. Donc en parallèle de cette période qui a débuté le 6 avril, on va procéder à une analyse préliminaire des candidatures. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des candidatures reçues, on va les analyser et cette période va se clôturer par un comité de présélection vers la mi-juillet, au cours duquel nous allons établir une liste des projets qui seront sélectionnés pour la deuxième phase, donc la phase d'analyse approfondie. Et donc, c'est seulement à l'issue de ce comité de présélection que nous pourrons vous faire un premier retour, des premières réponses à vos candidatures. Donc, vers la fin juillet, que vous commencerez à avoir des réponses sur si vous êtes sélectionné pour la suite de l'analyse. Et donc, pendant l'analyse approfondie, on pourra contacter certains candidats pour faire certains entretiens pour mieux approfondir vos projets et mieux comprendre vos projets. Et donc, cette phase d'analyse approfondie se terminera vers la fin août par un comité de sélection qui déterminera les lauréats finaux pour cet appel à projet. Donc, la remise des prix aura lieu entre les mois de septembre et octobre. On n'a pas encore fixé de date précise, mais voilà, ce sera vers la fin du mois de septembre.
Et vers le mois de novembre, on organisera un atelier avec tous les lauréats de l'appel à projet Startup et tous les lauréats de l'appel à projet Opérateur énergétique. Donc l'idée, ce sera de faire un atelier de 2 à 3 jours. Voilà, on ne sait pas encore si ce sera en physique ou en distanciel, mais l'idée sera de rassembler l'ensemble des lauréats des 2 appels à projet. Donc voilà pour la vision un peu générale sur le challenge. Je peux rentrer un peu plus dans le détail du coup sur le challenge pour les startups. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions auxquelles on peut répondre, ou Clara, ou si je peux continuer en allant un peu plus dans le détail. Il y a quelques questions qui sont un peu... Alors, il y a un écho, par contre. Oui. Il y a une question notamment sur pourquoi l'Afrique subsaharienne, parce que je suis pas sûre qu'on détaillera ça après. Donc pourquoi toujours cette séparation par rapport aux pays du Nord comme le Maroc? C'est Mohamed Amin Kouba qui pose cette question. Cette année, c'est l'Afrique subsaharienne, mais bon, après, on ne s'interdit pas de changer le scope pour les années suivantes. Mais cette année, c'est l'Afrique subsaharienne, donc on a bien fixé une limite. Nicolas Bourdel d'ENEA pour compléter la réponse de Georges. On a fait ce choix de restreindre géographiquement à une zone géographique. Alors on a choisi Afrique subsaharienne, ça aurait pu être autre chose. Dans un premier temps, pour la première année de ce challenge, on s'est dit que ça fait déjà plusieurs dizaines de pays, que c'était déjà une zone géographique assez large, assez vaste à couvrir, avec des enjeux énergétiques très importants, à la fois côté accès à l'énergie et côté utilities, amélioration des performances. Donc effectivement, c'était une première zone un petit peu de choix pour lancer ce challenge la première année. Et comme le dit Georges, ça n'exclut pas que les années suivantes, d'autres zones géographiques puissent être ciblées par le challenge. Donc notamment l'Afrique du Nord, il faut rester à l'écoute de ce qui sera décidé pour l'année prochaine. Je pense que pour les autres questions, on est davantage sur des questions d'éligibilité et que tu vas expliciter ça maintenant, Angélique. Donc, je propose qu'on voit ça à la fin, si ces questions sont toujours d'actualité ou non. Très bien, très clair. Merci Clara et merci Nicolas pour les réponses, et Nicolas et Georges pour les réponses aux questions. Donc, je peux vous présenter en fait les critères d'éligibilité pour les startups pour l'appel à projet. Donc, les entités qui peuvent déposer des candidatures sont soit des startups, soit des ONG. Donc, je décrirai un peu quelles sont les conditions pour lesquelles les ONG peuvent postuler. On a défini des critères assez précis pour les startups qui sont éligibles. Donc, il faut que la startup ait moins de 10 ans d'existence. Il faut qu'elle ait au moins un employé à temps plein. Il faut que ce soit une startup locale. Qu'elle génère annuellement moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, et que à date la quantité totale le montant total de fonds levés soit inférieur à 1 million d'euros. Donc ces critères s'appliquent donc aux startups qui peuvent postuler. Pour les ONG, les entités qui peuvent postuler sont les projets que vous pouvez soumettre sont des projets qui ont été mis en place sous la tutelle d'une ONG, mais qui ont vocation à devenir une société indépendante, donc qui dispose d'une équipe et d'un plan d'affaires dédié, avec une visée de profitabilité des activités. Et donc en plus de ces deux critères, le projet doit aussi respecter les mêmes critères que pour les startups. On a aussi défini deux critères qui rendraient des startups non éligibles. Les startups qui ont plus de 100 salariés ne pourront pas postuler, ainsi que les startups qui ont été fondées il y a plus de 10 ans au moment de la candidature ne pourront pas non plus être éligibles à l'appel à projet. Voilà, donc ça c'est vraiment sur les critères d'éligibilité, pour savoir si vous pouvez postuler ou pas. Maintenant, par rapport au projet que vous pouvez soumettre, on a défini 3 thématiques principales.
et vous devez en fait vous assurer que le projet que vous soumettez correspond bien à l'une de ces 3 thématiques. Donc je vais les détailler et je vais bien vous expliquer qu'est-ce qui rentre dans ces thématiques, mais l'idée c'est au moment de préparer votre candidature, de bien nous indiquer dans quelle thématique votre projet s'inscrit. Alors la première thématique, on l'a appelée donc service au réseau électrique. C'est une thématique qui regroupe en fait tous les services auxiliaires qui permettent un fonctionnement optimal du réseau électrique. Donc ça va être des projets qui vont en fait faire appel plutôt à des synergies, par exemple avec des opérateurs énergétiques, des projets qui ont des modèles d'affaires qui sont plutôt orientés vers le réseau, vers les compagnies qui orientent le réseau. Et donc pour vous donner des exemples de projets, ça va être des solutions pour réduire les pertes sur le réseau, favoriser l'intégration des énergies renouvelables, avoir des solutions pour prévoir la production d'électricité, gérer la demande, améliorer la gestion opérationnelle et la planification du réseau électrique. Donc voilà, donc tout un ensemble de technologies, de solutions qui se rapportent à ça. Donc ça, c'est pour la première thématique. On a donc la deuxième thématique S2 qu'on a intitulée Solutions innovantes d'énergie propre pour les petites et moyennes entreprises. Donc ce qu'on sous-entend ici, c'est toutes les technologies, les solutions qui permettent un usage productif de l'énergie. Donc ça englobe tous ces usages productifs dans plusieurs secteurs. Donc par exemple, ça va être dans l'agriculture, tout ce qui va être technologie de pompage solaire de l'eau ou de gestion de la chaîne du froid. Dans le secteur de l'industrie légère, ça va être par exemple des technologies de transformation alimentaire et meunerie, de la menuiserie, de la charpenterie ou ce genre de choses. Par exemple, dans le secteur de la santé, on peut imaginer des technologies de matériels médicaux, des outils numériques de télémédecine, ou encore dans le secteur du commerce et la vente de détail, on peut avoir des projets sur le stockage, des outils liés à la coiffure, aux soins personnels, des outils d'atelier, de machines à coudre et machines à laver. Donc voilà, ce sont des exemples. Vous trouverez aussi d'ailleurs dans le règlement des exemples plus détaillés. Et donc la troisième thématique que l'on a identifiée, c'est la mise en œuvre de solutions numériques à destination ou par des entreprises du secteur de l'accès à l'énergie. Donc ici, on va inclure 2 catégories de projets. On va inclure par exemple des entités qui vont développer ces solutions numériques à destination des entreprises du secteur de l'accès à l'énergie. Donc voilà, les développeuses des solutions, les entités qui vont développer les solutions. On inclut aussi les entités qui vont intégrer ces solutions dans leur business model. Donc il faut que ce soit des entités qui sont dans le secteur de l'accès à l'énergie et qui ont pour projet d'intégrer des solutions numériques dans leur modèle. Donc voilà, on inclut ces 2 entités pour ces 2 aspects dans cette thématique. Et donc, qu'est-ce qu'on va couvrir comme produit et comme service? Ça peut être d'une part du matériel informatique, typiquement des kits et des compteurs pour des applications solaires hors réseau ou pour des applications de cuisson propre. Donc ça, c'est pour le matériel informatique. On peut aussi inclure des solutions de type logiciel. Donc par exemple, des solutions de CRM pour le suivi des clients, des solutions pour optimiser la logistique du dernier kilomètre, par exemple, ou pour des logiciels relatifs au remboursement des prêts, comme le Pay-as-you-go, par exemple. Voilà, donc ça, c'est pour les 3 thématiques principales. Et voilà, il faut vous assurer que votre projet s'inscrit bien dans l'une de ces 3 thématiques. Donc voilà, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur les critères que doit avoir votre projet pour être éligible et les critères que nous, on va regarder en particulier pour sélectionner les projets qui seront lauréats. On va avoir deux prérequis pour cet appel à projet. Le premier, c'est que votre projet soit local. Alors, qu'est-ce qu'on entend par local? Ça signifie que l'activité de gestion du projet doit absolument avoir lieu dans le pays où le projet a lieu. Et vous devez avoir au moins un salarié à temps plein dans ce pays. Donc, ça ne signifie pas qu'il faut que l'entité, la start-up ait été créée dans ce pays. On peut très bien avoir une entité dans notre pays qui crée une branche locale avec des salariés à temps plein dans ce pays pour développer
développer un projet. Donc voilà, ça c'est ce qu'on entend par local. Et le deuxième aspect principal qu'on va regarder, ça va être l'aspect numérique du projet. Donc qu'est-ce qu'on entend par numérique? Vous pouvez avoir deux dimensions numériques dans votre projet. Donc soit vous développez une solution numérique qui est la proposition de valeur principale de votre projet. Donc voilà, c'est la technologie numérique, c'est vraiment le cœur de votre projet. Ou alors, vous utilisez une solution numérique dans votre modèle d'affaires. Donc, votre projet nécessite une solution numérique pour être mise en œuvre. Donc, voilà les deux prérequis pour les projets. On va regarder le local et le numérique. Ensuite, donc ça, c'était les deux prérequis. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on appelle les critères de priorisation. Concrètement, ça va être les critères sur lesquels vos projets vont être évalués. Donc, comment on va les traiter, comment on va les étudier. Donc, on a 3 grands critères principaux qui vont être l'innovation, l'impact et l'économie et les risques de votre projet. Chacun de ces critères recevra donc une note entre 0 et 5. Et chaque critère sera pondéré, ce qui vous permettra à la fin, ce qui nous permettra à la fin d'attribuer une note finale sur 100 au projet et donc de pouvoir classer les projets comme ça. Pour le critère d'innovation, donc on distingue 2 types d'innovation pour un projet. Donc votre projet peut être soit innovant intrinsèquement, c'est-à-dire que vous développez un produit, une technologie ou une solution qui est innovante en tant que telle, donc qui n'existe pas ailleurs. Ou alors, on peut aussi considérer des projets qui sont innovants dans un certain contexte. Donc, qui sont innovants, on va déployer par exemple une technologie dans un pays dans lequel ça n'existe pas encore, bien que cette technologie ou cette solution existe ailleurs. Donc, pour l'innovation, la note maximale que vous pouvez avoir est de 5 avec un poids de 8. Donc, ça veut dire que l'aspect innovation va peser pour 40 au maximum dans la note finale que votre projet va obtenir. Ensuite, on a l'aspect de l'impact. Donc, ce qu'on va regarder comme critère sur l'impact, ça va être est-ce que votre projet est réplicable? Est-ce qu'il est évolutif? Quel est le type de problématique auquel vous répondez? Est-ce que ce sont des problématiques qui n'ont pas en fait de solution à ce jour? Et de manière plus générale, quelles sont les externalités positives de votre projet? Est-ce qu'il crée des emplois? Est-ce que vous réduisez les émissions de CO2? Est-ce que le projet participe à l'autonomisation des femmes? Et voilà, quelles sont les externalités sur l'éducation, sur l'environnement de manière générale? Donc là encore, une note maximale de 5 avec une pondération de 7. Donc pour l'impact, l'impact aura un poids maximum de 35 dans la note finale de 100. Et enfin, donc on va aussi regarder les aspects économiques et les risques de votre projet. Donc, on va regarder quel est votre modèle d'affaires. Est-ce que les bases économiques de votre projet sont solides? Est-ce que vous avez une équipe qui correspond, en fait, avec les compétences qui correspondent aux besoins du projet? Est-ce que vous avez identifié les possibles risques du projet et quels sont les plans de mitigation qui ont été mis en place? Est-ce que l'entité est résiliente au risque? Donc voilà, si on pense notamment à la crise du Covid, est-ce que c'est une entité qui peut être résiliente à ce type de risque? Et enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place pour adresser les risques environnementaux, sociétaux et gouvernementaux? Donc voilà, et pour la partie économie et risque, on est sur la même pondération que pour l'impact, donc on est à 35 points au maximum pour cette partie. Donc cette partie d'analyse détaillée, ces notes seront détaillées et attribuées, affinées dans la partie analyse avancée, donc la deuxième phase de l'appel à projet. Pour la première phase de l'appel à projet, pour déterminer si un projet sera sélectionné pour l'analyse avancée, on va regarder si, en moyenne, pour chaque critère, ce projet a obtenu une note supérieure à 3 dans chacun des critères. Donc, supérieur à 3 pour innovation, supérieur à 3 pour impact et supérieur à 3 pour économie et risque pour pouvoir passer la phase d'analyse préliminaire. On passe ensuite à des détails sur comment postuler. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles on peut répondre déjà sur les critères, sur les thématiques. Oui, il y a beaucoup de questions relatives aux critères d'éligibilité. Attends, coupe peut-être ton micro parce que voilà. Donc je vais
te les donner. La première, donc c'est pour la nature de la start-up et notamment sa création. Il y a 2 personnes qui ont demandé est-ce qu'il faudrait obligatoirement que les start-up qui souhaitent participer à cet appel à projet soient déjà créées? Je travaille pour une start-up et elle n'est pas encore créée. Et il y a aussi Yvon François qui dit que les porteurs de projets qui sont en phase d'incubation et de prototypage, mais dont la start-up n'est pas encore créée, sont-ils éligibles? Ouais, la réponse est non, il faut que la start-up ait été créée, il faut que l'entité existe juridiquement et légalement. Tu me compléteras, Nicolas, si, pour être précisé, mais oui, il faut que l'entité existe légalement pour pouvoir postuler. Très bien, merci. Il y avait dans le même ordre de questions, une petite SARL est-elle éligible pour ce challenge? C'est une question de Thierry Audou. Alors j'imagine que le type d'entité, enfin le statut juridique de l'entité importe peu tant que les critères que j'ai présentés sur les startups sont respectés. Donc la taille, le chiffre d'affaires, c'est plus des critères de taille et de taille plus que de statut juridique qui vont être importants. Donc a priori la réponse est oui si les critères sont respectés. D'accord. Alors, il y a une question de Nicolas Saint-Cyp. Le critère d'éligibilité de fonds levés inférieurs à 1 million d'euros s'applique-t-il uniquement aux fonds levés en capital ou inclut-il également les dettes et subventions levées? Nicolas Bourdel, du coup, d'ENEA, il s'agit de fonds levés en capital. Et il y a une question qui vient d'arriver. Nous avons créé un centre de formation professionnelle. Est-ce qu'un tel projet est éligible? Alors, faudrait des précisions, mais normalement non. C'est dans le chat. Et pour non, faudrait regarder un peu dans le détail, mais a priori, ça me paraît pas éligible. Pour compléter, effectivement, je vous invite, monsieur Sidibé, qui avait posé la question, à nous décrire, peut-être en nous envoyer un email. Vous aurez le contact en fin de présentation pour bien comprendre ce que c'est que ce centre de formation. S'il s'agit d'un centre de formation avec une forte composante digitale et dédié, par exemple, à l'une des thématiques ou à l'accès à l'énergie, ça pourrait faire l'objet d'un projet éligible. A priori, si c'est juste un centre de formation professionnelle, la réponse est plutôt non. Mais s'il s'inscrit vraiment dans l'un des thèmes et à une composante digitale, pourquoi pas? Je vous invite à vous rapprocher du coup de l'équipe en nous envoyant un email. Concernant la nature toujours des entreprises, alors Abdoulaye Sissoko demande si c'est limité aux startups du domaine énergie électrique ou est-ce ouvert aux startups des énergies de cuisson, des bioénergies également. Ce n'est pas limité aux startups du réseau, enfin du secteur d'énergie électrique. Donc oui, c'est les startups du secteur de l'énergie de la cuisson sont aussi éligibles. Thierry Audou demande est-ce qu'une start-up en Afrique subsaharienne peut aller en groupement avec une boîte du Nord, donc j'imagine pas en Afrique subsaharienne, qui apporte une expertise spécifique dans le projet? Est-ce qu'il peut y avoir des groupements du coup? Tant que le projet a lieu dans un pays d'Afrique subsaharienne et que la gestion effective du projet se fait dans ce même pays, a priori, oui. Alors tu me compléteras, Nicolas, mais c'est vraiment c'est ce qu'on appelle le côté local se fait vraiment dans le côté du management du projet. Tout à fait. Pour compléter, Angélique, l'entité qui postule doit répondre aux différents critères. Après, vous pouvez tout à fait postuler avec un partenaire, mais je pense que le terme de groupement est un peu confusant. Il vaudrait mieux se dire que vous avez un partenaire, mais que c'est bien vous, c'est votre entité
qui sera bénéficiaire in fine de la subvention. Donc c'est bien vous qui postulez et qui devez faire les démarches. Il y a Albert Gonzalez qui demande si nous n'avons pas un employé maintenant, pouvons-nous le prévoir si nous sommes sélectionnés? Donc j'imagine a posteriori, une fois que le projet a été retenu, avoir ensuite un employé, j'imagine local. C'est ça le problème. Alors avoir au moins un salarié dans l'entreprise fait partie des critères d'éligibilité. Donc a priori je dirais non, mais après de manière générale, vous pouvez toujours nous contacter par mail pour nous préciser votre situation en détail et puis on pourra toujours évaluer en fonction, mais a priori avoir un salarié est un critère, un prérequis. Il y a une question de Maladango Kovalexi. Nous travaillons sur un projet d'optimisation énergétique dans les bâtiments tertiaires. Est-ce que nous sommes éligibles au concours précisément dans la thématique renforcement de capacité? Je pense que là, il y a une petite confusion. Le renforcement de capacité, ce n'est pas une thématique du challenge. C'est une des composantes de la facilité. Donc la facilité, c'est le programme beaucoup plus global de l'Agence française de développement. C'est une autre composante dont on ne parle pas aujourd'hui. Donc sur le renforcement de capacité, si vous avez des questions, je vous invite à envoyer cette question à l'adresse mail que j'écris tout de suite dans le chat, def@afd.fr. Voilà, mais ce n'est pas du renforcement de capacité qu'on discute avec cet appel à projet. Oui, Georges, pour compléter la réponse d'Angélique sur la question d'Albert Gonzalez, je pense que je vois de quoi il s'agit, mais il pourrait envisager de répondre au challenge utilities, ce qui réglerait le problème d'avoir un employé local. S'il a un projet déjà identifié, je pense qu'il peut envisager de répondre au challenge utilities plutôt. Vas-y, Nicolas, ouais. Vas-y. Non, Georges, peut-être peux-tu préciser ce que tu veux dire? La question Albert Gonzalez, il demande si il n'a pas d'employé donc localement pour répondre aux critères d'un employé dans le pays, mais s'il répond avec un projet précis en équipe avec une utility, pour adresser le besoin de l'utility spécifique, ce problème-là ne se pose pas. Oui, ce que vous voulez dire, si je reformule, c'est que il faut que vous vous associez, enfin en tout cas que vous répondiez à ce challenge avec un partenaire, d'ailleurs qu'il soit startup ou utilities, dans la catégorie startup qu'on présente ici, ou la catégorie utilities, mais ça ne peut pas être vous en tant qu'individu qui répondiez, c'est pas possible. Donc il faut une entité légale ayant des salariés. Il y a une question de Kowiyu, quid des critères des ONG? Peut-être qu'on peut à ce moment-là revenir très rapidement. Tu en avais parlé au début, Angélique. Je vais répondre. Pour les ONG, il faut que l'activité qui fait l'objet du projet, si vous développez, je n'en sais rien, des mini-grids innovantes et connectées ou ce genre de choses, fasse l'objet d'un business plan dédié, dispose d'une équipe dédiée et vise une sustainability, une viabilité financière dans le temps. Voilà, ne dépendent plus de subventions à terme. Donc c'est les trois critères qui s'ajoutent aux critères qui valent également pour les startups, qui sont les critères présents non affichés. Il y a une autre question de OVM. La startup est filiale d'une entreprise étrangère. Est-elle éligible? Merci. Oui, si elle a une filiale dans le pays avec un employé. Non, sinon. En revanche, je vous invite à regarder la page qui n'est pas présentée ici, mais qu'on pourra remettre dans le chat du challenge pour les utilities. En fait, les utilities ont leur propre challenge et peuvent s'associer pour le coup, c'est vraiment prévu comme ça, avec des porteurs de technologies étrangers. Vous pouvez vous renseigner sur cette
sur cet autre challenge qui n'est pas présenté ici. Je viens de le mettre dans le chat, le lien, donc vous pouvez avoir, voilà, regarder quels sont les critères pour les opérateurs énergétiques. Donc, il y avait d'autres questions. Je suis dans la régénération de batteries à plomb. C'est Aruna. Est-ce que c'est éligible? On manque de précision. Le mieux, c'est que vous nous fassiez un email. A priori, je ne vois pas la composante digitale, mais envoyez-nous un email si vous jugez que ça peut rentrer et pourquoi. Donc, je remets tout de suite d'ailleurs l'email, je le repréciserai à la fin, mais je remets l'adresse mail à laquelle il faut que vous envoyiez vos questions. Si vous avez des questions voilà, des besoins de précision, donc c'est contact@afddigitalenergychallenge.com. Si vous avez des questions sur cet appel à projet très spécifiquement, je retourne dans le chat. Donc la question était est-ce que ces conditions sont cumulatives? Donc c'est Bruno Bahati qui demande ça. Donc j'imagine les critères que tu as présentés sur l'autre slide, donc local, etc. J'imagine que c'est de ça que l'on parle. Alors, si c'est pour pardon Nico, si c'est les critères d'éligibilité des entités, elles sont cumulatives dans le sens où il faut respecter l'ensemble des critères. Même chose ici pour les critères local et numérique pour le projet. Et ensuite, ces critères sont plus des critères que nous allons évaluer. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un maximum de points possibles dans ces trois catégories. En revanche, les thématiques sont bien distinctes. C'est dans l'une des trois thématiques que votre projet doit s'inscrire et non pas dans les trois à la fois. Il y a une question de Nyonkuru Gerson. Je suis dans le e-commerce, suis-je éligible? Alors j'imagine qu'il faut plus de précision pour pouvoir répondre. Angélique et Nicolas. Oui, c'est trop imprécis. Si c'est du e-commerce innovant de produits dédiés à l'accès à l'énergie ou aux services réseau, bien sûr, oui. Mais du e-commerce générique, non. Donc encore une fois, vous pouvez envoyer plus de précisions sur votre projet à contact@afddigitalenergychallenge.com. J'ai mis l'adresse mail dans le chat et comme ça on vous répondra de manière plus précise. Une question de Aliou Boubou Sidibé. Est-ce qu'une université peut postuler à ce genre de projet? Donc à l'appel à projet. La réponse est non, puisqu'elle n'est ni start-up ni ONG. En revanche, si elle a développé des technologies, elle peut répondre en partenariat, encore une fois, alors soit avec une start-up, soit avec un opérateur énergétique, donc une utility. Et je vous renvoie du coup au lien qui a été mis plus haut dans la conversation pour se renseigner sur cet autre challenge. Alors, sur la question des renforcements de capacité, en fait, il y a une précision. Donc, nous travaillons sur un projet d'optimisation énergétique dans les bâtiments tertiaires. Est-ce que nous sommes éligibles au concours précisément dans la thématique S1 au niveau des renforcements de capacité, par exemple, par le biais d'outils numériques d'efficacité énergétique? La réponse est oui, s'il y a une composante innovante et numérique, sachant que l'efficacité énergétique du bâtiment sert directement ou indirectement le réseau électrique et la gestion des capacités énergétiques sur ce réseau. Il y a aussi une question de DA. Nous venons de mettre sur pied une ferme agricole intégrée. Et le besoin en énergie renouvelable pour des forages solaires sont une réalité pour nous. Sommes-nous éligibles? C'est une excellente question. Il s'agirait du coup, j'imagine, les forages solaires seraient des solutions innovantes d'énergie propre pour des petites et moyennes entreprises. Et vous seriez dans le cas d'une entreprise qui souhaite l'intégrer dans son modèle et non pas le proposer sur le marché. C'est une très bonne question. Je pense que la réponse est oui. Et je vous propose
vous pourriez nous l'envoyer par email afin qu'on puisse juste valider cela ensemble, qu'on ne vous fasse pas une réponse trop hâtive. Il me semble que la réponse est plutôt oui. Très bien. Il y a eu donc Albert Gonzalez qui avait posé tout à l'heure sa question sur le recrutement du personnel, donc a posteriori. Il disait la question est que nous sommes une start-up française, nous n'avons pas de personnel en Afrique. Nous pouvons prévoir dans notre offre que nous allons créer un poste fixe en Afrique. Est-ce que c'est possible? Donc le poste n'existe pas actuellement, mais il le créerait a posteriori. Est-ce que ça marche comme critère? Est-ce que c'est éligible? Non, car l'entreprise à jour n'est pas, enfin à date de la candidature n'est pas locale. Et dans ce cadre-là, elle n'entre pas dans les critères minimums. Voilà la réponse. D'accord. Joseph Widget SARL demande si une application intelligente pour l'efficacité énergétique est éligible. A priori, oui, mais on a besoin de plus de précision. Donc, a priori, oui. Tout dépend de l'efficacité énergétique de quoi. Si c'est l'efficacité énergétique, voilà, enfin, il faut plus de précision en fait. Je vous invite à postuler ou à nous envoyer des détails par mail. Donc, j'ai remis l'adresse dans le chat. Je crois que pour l'instant, c'est bon pour les questions. Peut-être qu'Angélique, tu peux continuer et s'il y a de nouvelles questions, on les prendra à la toute fin. Oui, pas de souci. On a du temps prévu à la fin encore pour répondre aux questions qui resteraient encore sans réponse. Donc, on a terminé la partie sur les critères d'éligibilité et je vais vous détailler en fait qu'est-ce que vous avez à y gagner, donc à postuler à cet appel à projet, donc quelles sont les récompenses qu'on offre aux lauréats. Donc déjà, la première récompense, c'est une récompense financière. Donc, on va sélectionner donc, entre 5 et 8 startups pour cette première année qui pourront recevoir jusqu'à 70 000 € chacune. Donc, j'avais vu une question dans le chat tout à l'heure qui demandait sur les 0,5 millions que j'avais mentionné au début. Donc, c'est bien 0,5 millions à partager entre 5 et 8 startups. Et vous pouvez donc demander jusqu'à 70 000 € au moment pour cet appel à projet. Donc ça, c'est pour la subvention, donc la récompense financière. En plus de ce financement, on vous offrira une assistance technique. Donc ce qu'on appelle assistance technique, c'est une prestation de service qui sera réalisée par des consultants externes pour vous apporter une expertise sur des sujets donc, plutôt variés en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous aurez exprimé comme besoin. Donc ça peut être des choses assez larges, d'un diagnostic à 360 degrés, des expertises techniques, des expertises stratégiques, un soutien par exemple en matière de finance ou de comptabilité, ou une assistance au développement d'outils de reporting opérationnel. Donc ça peut être une de ces choses-là. Donc ça, ce sera défini avec vous. Cette assistance technique, elle durera pendant 18 mois, donc à compter de la remise des prix. La valeur de cette assistance technique pourra atteindre donc 30 000 € maximum. Donc c'est 30 000 € en plus des 70 000 €. Et voilà, elle sera fournie par un prestataire externe, donc dont la sélection se fera à travers une liste qui aura été présélectionnée par l'AFD et donc que vous pourrez choisir. Vous pourrez donc choisir un prestataire parmi cette liste. Donc ça, c'est pour l'assistance technique. Un autre bénéfice donc à postuler à cet appel à projet est de participer à l'atelier dont je vous ai parlé qui aura lieu au mois de novembre. Donc, qui sera un atelier commun aux lauréats de l'appel à projet pour les startups et pour les opérateurs énergétiques.
Donc l'idée de cet atelier, c'est de favoriser les synergies entre les lauréats, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des discussions au cours des différents projets qui sont en cours, et donc de pouvoir voilà, échanger entre les différentes entités. Et enfin, vous aurez une visibilité qui sera accrue, notamment sur les réseaux sociaux grâce à des campagnes de communication, et aussi au moment de la cérémonie de remise des prix. Donc voilà, donc ça c'est pour les lauréats. Maintenant, tous les candidats vont tirer profit d'une manière ou d'une autre de leur participation au challenge. Par exemple, on pourra fournir des feedbacks personnalisés pour éventuellement postuler l'année suivante. Et vous aurez accès à des participations potentielles à des ateliers, des événements qui pourront être organisés et qui pourront bénéficier à l'ensemble des candidats. Donc, comme par exemple cette discussion d'aujourd'hui. Alors donc ça, vous aurez plusieurs bénéfices donc à participer, à postuler à ce challenge. Et d'un autre côté, on a aussi fait en sorte que le processus de candidature soit le plus simple possible pour vous. Donc l'idée, c'est que voilà, candidater, ce soit pas un obstacle, ce soit pas compliqué, et qu'il y ait un accompagnement derrière pour vous simplifier la tâche, tout simplement. Donc tout d'abord, on met à votre disposition des ressources pour faciliter la candidature. Donc d'une part, vous verrez que sur le formulaire de candidature, on a explicité des indications détaillées pour chaque question, pour que ce qu'on vous demande soit le plus clair possible, et que vous donnez des exemples sur comment répondre dans le formulaire de candidature. D'autre part, on a mis en place une FAQ, donc un document qui est disponible sur le site web de l'appel à projet et qui est mis à jour régulièrement. Donc on a déjà publié cette FAQ, et elle sera mise à jour suite à ce webinaire avec les questions qui ont été posées pendant ce webinaire. Et elle est mise à jour régulièrement avec les questions qu'on reçoit sur l'adresse mail. Donc voilà, donc n'hésitez pas à télécharger ce document, et si vous l'avez déjà téléchargé, n'hésitez pas à retourner sur le site pour voir s'il y a eu des nouvelles questions qui ont été ajoutées sur la FAQ. D'autre part, on a minimisé au maximum les contraintes pour les lauréats. Donc on a déjà établi un modèle de document de reporting pour le reporting biannuel qui sera demandé pour les lauréats. Donc ce modèle de document existe, et voilà, ça va grandement faciliter cet exercice. Et d'autre part, on a aussi établi un modèle de convention de subvention qui est disponible, et qui est d'ailleurs, lorsque vous téléchargez le dossier de candidature, il est inclus. Donc vous avez le modèle de convention de subvention qui sera ensuite amendé et adapté en fonction des lauréats. Mais le fait d'avoir un modèle déjà disponible permet de faciliter le processus. Donc voilà, ça vous le retrouverez dans le dossier de candidature. Et enfin, au-delà de l'appel à projet, donc les projets lauréats bénéficient d'un suivi rapproché jusqu'à 18 mois après la cérémonie de remise des prix. Donc voilà, il y aura un suivi au-delà même de l'annonce des lauréats. Et les fonds alloués seront débloqués au fur et à mesure de l'atteinte d'objectifs qui auront été fixés au préalable. Donc l'idée, c'est au moment où on vous remet votre prix, c'est de se fixer des objectifs pour les 18 mois qui suivent, et les fonds que vous aurez obtenus seront débloqués au fur et à mesure de l'atteinte de ces objectifs. Donc voilà globalement sur le processus de candidature. Un rappel sur comment postuler, donc comment déposer votre candidature. Donc déjà, il faut aller sur le site web du challenge. Donc le site, on pourra le remettre dans le chat si on ne l'a pas déjà fait. Donc allez sur le site. Vous avez un accès au formulaire de préinscription. C'est-à-dire que vous devez remplir vos informations, votre adresse email, et après avoir rempli ce formulaire de préinscription, vous aurez accès au dossier de candidature. Donc, comme je vous ai dit, dans le dossier de candidature, vous trouverez le formulaire avec l'Excel, le règlement et, entre autres, le modèle de convention de subvention. Vous remplissez ce formulaire de candidature sur l'Excel. Dans le formulaire,
on vous demande de fournir certains documents complémentaires, donc vous pouvez déjà commencer à les préparer. Et vous avez jusqu'au 30 juin pour soumettre votre projet en ligne, donc télécharger en ligne le formulaire de candidature. Voilà, donc avant le 30 juin. Donc voilà, c'était un dernier rappel sur les différentes étapes à suivre pour postuler. Et on a fait le tour des points qu'on voulait aborder avec vous, et on peut prendre un peu de temps pour répondre aux questions en plus qui n'ont pas été répondues, s'il y en a. Oui, il y en a des nouvelles, juste. Donc, je viens de remettre les liens donc dans le chat pour télécharger le dossier de candidature et donc accéder aussi à la page de l'appel à projet pour les startups. Donc, on a 2 nouvelles questions. Précis Service a demandé quelle priorité donnez-vous aux jalons de la startup. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, jalon de la startup. Je ne sais pas si Angélique et Nicolas, ça vous parle davantage qu'à moi. Je pense que c'est peut-être par rapport au calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet, donc les différents jalons de mise en œuvre du projet. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça, mais... Est-ce que peut-être Précis Service Ouais. peut préciser un peu justement cette question dans le chat pour qu'on puisse mieux y répondre? On peut peut-être revenir dessus dans 2 minutes, une fois qu'il ou elle aura précisé ça. Il y a Hardy Rama Laza qui demande: est-ce que vous pouvez bien expliquer la possibilité de demande d'assistance technique? Jusqu'à quel niveau d'assistance? Oui, donc l'assistance technique, ce qu'on entend par assistance technique, c'est assez large en fait. Donc on a un certain nombre de sujets qui sont éligibles pour l'assistance. Et l'idée en fait, ce sera aussi de le définir avec vous au moment où on aura choisi les lauréats, donc de mettre en place cette assistance et de le définir aussi avec vous. Et donc, voilà, c'est une assistance qui va durer 18 mois. Je ne sais pas si Nicolas, tu as plus de détails sur ça, mais c'est une assistance qui est assez large, qui couvre quand même pas mal de sujets. Tout à fait. L'assistance technique peut porter sur divers besoins, en fait, que ce soit de l'aide à la conduite de projet, de la mise en place d'un système comment dire, de comptable ou de suivi du projet. Ça peut être aussi un appui stratégique pour le déploiement ou la réplication de ce projet. Voilà, donc ça peut couvrir différents besoins. On vous invite d'ailleurs dans le questionnaire de candidature que vous pouvez télécharger à préciser quels seraient vos besoins en termes d'assistance technique relativement à votre projet. Concernant le volume de cette assistance technique, on le définira précisément avec vous après le comité final. L'idée étant que ça puisse tenir dans une enveloppe de 30 000 € maximum, puisque c'est le budget unitaire qu'on s'est fixé. Ah oui, alors on a une précision pour les jalons. En fait, c'est dans le questionnaire, c'est la question 31 du formulaire. Veuillez détailler les prochains grands jalons du projet. Donc c'est de ça qu'il est question. Merci d'avoir précisé. Oui, merci pour la précision. Donc, ce qu'on entend sur les jalons, c'est en fait le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet. Donc, quelles sont en fait les grandes étapes qui vous restent à faire avant le démarrage du projet, avant le déploiement et, si possible, jusqu'à la fin du projet. Donc, globalement, quelles sont les grandes étapes à accomplir avant de mettre en œuvre ce projet? C'est voilà, un calendrier un calendrier prévisionnel quoi, sur votre projet. Et il y a aussi une question de Amadou Dioum. Quels sont les documents complémentaires? Donc j'imagine que c'est quand on candidate, quels sont les documents à fournir à ce moment-là? Oui, en fait, dans le formulaire de candidature, donc vous avez un certain nombre de questions et on vous précise en fait à chaque question si on attend de vous de préparer des documents complémentaires ou non. Voilà, donc c'est bien indiqué dans le formulaire de candidature, vous pourrez y avoir accès.
Et voilà, typiquement, ça va être des documents sur le statut juridique, sur est-ce que vous avez des financements complémentaires, est-ce que vous avez des éléments à nous montrer sur les financements complémentaires. Donc, tout est détaillé dans le formulaire de candidature. Je crois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Du coup, j'invite, si des personnes ont encore quelques questions, je vous invite à les poser maintenant dans le chat, qu'on puisse y répondre. Peut-être attendre 3 minutes, le temps que vous écriviez. Et voilà, on va donc juste pour vous... Oui, tu peux mettre la dernière slide. Voilà, donc la section FAQ de la page web du challenge, je vais vous la mettre tout de suite dans le chat. C'est là que vous pouvez donc voir toutes les questions qui ont déjà été posées. On la met à jour à peu près une fois par semaine, donc n'hésitez pas à aller consulter cette page. Donc pour les questions, donc je rappelle l'adresse mail, c'est contact@afddigitalenergychallenge.com. Je vais aussi tout de suite la remettre dans le chat. Et pour les questions plus globales sur la facilité, donc pas sur l'appel à projet, mais sur le programme en général, c'est def@afd.fr. On a 2 nouvelles questions. Du coup, entre-temps, un opérateur énergique historique national peut-il postuler? Alors ça, il peut postuler, mais dans la section opérateur et pas dans la section start-up. Donc, alors attendez, il y a beaucoup de questions d'un coup. Mais donc, je vais vous remettre tout de suite le lien. C'est donc l'autre catégorie du challenge qui est dédiée aux opérateurs énergétiques et c'est là que vous pouvez postuler. Donc Mohamed Diom demande « Bonjour, 2 structures en partenariat, une en solaire et une en digital, peuvent-elles postuler ensemble ?» Alors, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure. Ça dépend des structures, tant qu'elles respectent les critères. Comme Nicolas a expliqué tout à l'heure, vous pouvez très bien avoir l'une des 2 structures, si c'est une start-up ou si c'est une ONG qui dépose un dossier de candidature, en indiquant que vous avez un partenaire qui travaille avec vous. Mais voilà, si vous pouvez très bien avoir seulement une des 2 structures qui dépose un dossier, même si vous travaillez à 2 sur un projet. Donc pour Précis Service demande pour la partie opérateur énergétique, pouvons-nous avoir une brève description? On vous invite, on organise des webinaires cet après-midi pour les opérateurs. Donc on vous invite à vous connecter à ces webinaires-là. Je vais essayer de vous retrouver les liens pour vous inscrire. Et donc voilà, on ne va pas en parler maintenant puisque c'est l'autre catégorie, mais vous pouvez y assister cet après-midi. Il y a une question de Delali. Les 70 000 € de subvention maximale représentent-ils un certain pourcentage du budget du projet? Non, il n'y a pas de contrainte par rapport à la part du budget du projet que les 70 000 € doivent représenter. La seule chose qui sera évidemment évaluée dans la partie gestion des risques, c'est est-ce que l'équipe est capable de déployer le projet, hein. Si c'est un projet à un volume trop important, il faut évidemment que les cofinanceurs ou que les moyens soient là pour que les risques soient identifiés comme faibles du point de vue de l'AFD. Il y a plusieurs questions sur les ONG. Josiane Topé demande « Les ONG recevront-elles aussi 70 000 € ou plus au cours de ce challenge ?» Les ONG qui postulent au même titre que les startups pourront recevoir jusqu'à 70 000 €, comme n'importe quelle startup qui pourra postuler. Les 70 000 € seront attribués donc au projet spécifiquement, non pas à l'ONG forcément, mais au projet qui aura été porté par une ONG et qui respecte les critères dont on a parlé plus tôt, donc qui est un modèle d'affaires dédié et une équipe dédiée. Et donc, il y a une question, si la start-up est créée dans la période d'avril à juin 2021, cela portera-t-il préjudice à sa candidature? Non, à nouveau, ce
c'est juste un point d'attention en se disant elle est très récente, est-ce que les personnes qui portent le projet ont l'expertise, etc. Mais c'est pas un critère de no-go. D'accord. Est-ce qu'on peut postuler si nous avons fini le développement de notre projet et qu'on est en phase de déploiement, c'est-à-dire de mise sur le marché, demande Mamadou Diallo. Alors oui, si c'est un projet qui est innovant, digital, qui répond à l'une des thématiques, il n'y a pas de problème. Et il y a une question aussi de Naina. Une ONG nouvellement créée est-elle éligible? Elle a moins d'1 an d'existence. À nouveau, il n'y a pas de problème avec la date de création de la structure. Ce qui est important, c'est de répondre aux critères. Donc, pas de problème qu'elle ait moins d'1 an ou plus d'1 an. L'important, c'est à nouveau qu'elle réponde aux mêmes critères que les startups. Donc, ce qui est bien précisé, ce qui a été précisé au cours du webinaire et ce qui est bien précisé sur le site internet. Et puis qu'elle ait à nouveau un business plan, une équipe dédiée à cette activité, à l'activité qui fait le cœur du projet que vous allez présenter. Il y a une question aussi de Hardy Rama Alaza. Quelle est la valeur de subvention minimum? On n'en a pas prévu. C'est vous de toute façon, qui faites une proposition dans le questionnaire de candidature. On vous demande quelle est votre demande de fonds, de subvention. Donc voilà, il n'y a pas de minimum prévu. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions pour le moment. Je vous remets du coup dans le chat, c'est l'inscription au webinaire de cet après-midi pour les opérateurs. Vous avez le lien Zoom. Voilà, donc c'est en français en fin de journée. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par donc, cette autre catégorie, la catégorie opérateur de l'appel à projet, du challenge. Précis Service demande votre projet apportera-t-il une capacité? Ah oui, non. C'est la question 43 du formulaire, si je comprends bien. Votre projet apportera-t-il une capacité de production d'électricité renouvelable supplémentaire au réseau actuel? Il demande qu'entendez-vous par le réseau actuel? C'est le question 43. Réseau électrique existant. Donc, est-ce que votre projet va ajouter de la capacité renouvelable sur le réseau électrique existant? Angélique, est-ce que c'est bien une question du questionnaire Startup, cette question-là? Oui, d'accord. Ok. C'est bien de ça qu'il s'agit. Il y a une question de Salif. Le chiffre d'affaires est-il obligatoire? Vous voulez dire, je pense que la question est si une start-up fait 0 € de chiffre d'affaires, est-ce qu'elle est éligible ou pas? Effectivement, oui. Je pense que la réponse est a priori non, ça n'a pas été prévu comme tel. Par contre, on va regarder avec encore plus d'attention la question de la gestion des risques. À nouveau, hein, toutes ces questions que vous posez, on vous a présenté là 100% des critères à la fois d'éligibilité et de priorisation. Donc tout ce qui n'a pas été présenté comme un critère d'exclusion n'en fait pas partie. Donc le chiffre d'affaires minimum n'a pas été présenté, c'est donc qu'il n'y a pas d'exclusion pour un chiffre d'affaires minimum. Par contre, à chaque fois que vous posez ces questions, vous mettez effectivement le doigt sur des faiblesses potentielles. Donc il faudra bien expliquer en quoi votre startup, même si elle est jeune, même si elle n'a pas de chiffre d'affaires, etc., a bien les moyens humains et matériels pour mener à bien le projet que vous allez présenter. Et on a une question également de Amadou Dioum. Est-ce que les installateurs d'énergie solaire sont des opérateurs, d'après notre définition? Au sens de opérateur énergétique pour le challenge? Oui, c'est ce que je comprends, oui. Non, non.
Vous pouvez aller regarder, je pense que ça peut valoir le coup de vous remettre aussi le lien. Les opérateurs énergétiques pour le challenge qui leur est dédié, il s'agit uniquement d'entreprises publiques de gestion du réseau électrique dans les pays ciblés par le challenge. Donc vous n'en faites pas partie. Je vous ai remis dans le chat le lien pour télécharger la brochure du challenge. C'est le meilleur moyen pour vous en fait de retrouver toute l'information, toutes les précisions, les critères d'éligibilité, etc. qu'on a mentionnés aujourd'hui. Il y a aussi tous les liens. C'est une brochure qui est interactive, donc il y a des liens vers le site de l'AFD.fr où vous pouvez télécharger tout ce que vous devez télécharger, l'application pack, voilà, tout ça, vous pouvez tout retrouver dans cette brochure. Donc c'est vraiment, je pense, si vous devez ne retenir qu'un lien à la fin de cette présentation, c'est celui-ci, le lien vers la brochure. Il y a une question juste de Mohamed Abdelkader. Pourrons-nous avoir plus de détails pour le déblocage de la subvention, j'imagine? Je viens d'arriver dans le chat, cette question. Oui, je peux répondre simplement. On va, après le comité, qui du coup vous serez, qui décernera les prix aux lauréats, il y aura une petite phase, une courte phase de contractualisation. Donc vous avez le grant agreement, la convention de subvention type qui est disponible sur le site internet. Quand vous téléchargerez le package de candidature, ça en fait partie. Et donc, on se mettra d'accord sur les termes spécifiques de cette convention. Et puis ensuite, les fonds seront déboursés selon un échéancier. Globalement, on le fait en 2 ou 3 déboursements. Et ces déboursements-là, on les validera ensemble et ça correspondra à vos besoins au long du projet. Donc, il n'y a pas de souci à se faire sur. En tout cas, tout cela, après, tout cela est détaillé déjà dans la convention de subvention type que vous pouvez télécharger. Et les conditions particulières dépendront de votre projet et seront discutées en bonne intelligence, bien sûr, entre les organisateurs et vous-même. Je vous ai remis encore une fois donc bien l'adresse mail si vous avez encore des questions à l'issue de cette présentation ou des idées de projet à partager donc pour voilà, savoir si le projet est éligible. N'hésitez pas donc à écrire à contact@afddigitalenergychallenge.com. Donc dans le chat, je viens de le remettre et nous répondrons donc à vos questions. Et on demande si on peut déposer plus d'un projet. J'imagine que la réponse est oui, mais Nicolas et Angélique, je vous laisse confirmer. Oui, il n'y a pas de limite de projet par entité. Ouais. Si c'est bon, si nous n'avons plus de questions, je propose qu'on termine ici ce webinaire. Donc n'hésitez pas à télécharger la brochure et n'hésitez pas donc à aller sur le site de l'appel à projet donc sur afd.fr. Et puis voilà, nous attendons donc vos candidatures et donc écrivez si vous avez encore des questions à l'adresse mail que nous avons indiquée, que nous indiquons à l'écran, contact@afddigitalenergychallenge.com et qui est aussi dans le chat. Est-ce qu'on peut partager le chat de ce jour? C'est une question, je ne sais pas dans quel. Est-ce que c'est possible, Angélique? Je doute, mais. Partager les messages qui ont été échangés sur le chat. Alors, de toute façon, si c'est pour avoir l'accès aux questions, les questions principales qui ont été posées seront dans la FAQ, en fait. Ouais. Donc, je pense que ça répond en partie à la question. Très bien, merci à tous et bonne suite de journée à vous.